Si tu trouves un MacBook abandonné dans un bar, tu le rends ou tu le gardes? C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Avec des potes, on s'installe dans un bar. Et là, sous notre table, un sac. Et pas n'importe quel sac. À l'intérieur, des cahiers, une trousse et surtout, un MacBook flambant neuf. Et en vrai, il n'y avait aucun doute. Clairement, un étudiant venait de l'oublier. Et en moins d'une minute, notre groupe s'est divisé en deux. Ceux qui voulaient retrouver l'étudiant à qui ça appartenait, et ceux qui voulaient filer avec pour se faire de la thune. Et moi au milieu, je me suis demandé pourquoi ce débat existe alors que la réponse devrait être évidente. Et après des années à y réfléchir, je pense enfin avoir trouvé la réponse. Elle tient entre deux choix qui nous définissent tous. Est-ce que vous préférez faire le bien autour de vous, quitte à sacrifier un peu de vous-même, ou est-ce que vous préférez d'abord penser à vous-même, quitte à sacrifier les autres? Alors pour le coup, je pense que la réponse est bien plus nuancée que de dire c'est pas bien d'être méchant, il faut être gentil dans la vie. Même si on devrait tous le faire. Mais je veux approcher la question d'une manière différente. Je veux savoir pourquoi rester gentil en 2025, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Bref, je pense que comme tout le monde, on a grandi en nous apprenant à être bienveillants avec les autres, car c'est ce qui nous permet tout simplement de vivre en communauté. On protège les femmes et les enfants pour construire un avenir plus paisible, et on aide les personnes âgées pour qu'on nous aide en retour quand ce sera à nous de vieillir. C'est tellement ancré en nous que c'est même représenté à travers différents films, séries et dessins animés de notre époque. Où c'est souvent le gentil qui gagne à la fin, ou le pouvoir de l'amitié permet d'oublier les tracas de la vie. On est vraiment désolé d'avoir douté de notre meilleur ami. J'adore rire. Le truc c'est que plus on grandit, plus on se rend compte qu'être trop gentil, ça peut aussi vite nous dessiner une cible dans le dos. Et la gentillesse, tu vois, aujourd'hui, on te parle de gentillesse, tu vois, c'est un peu non grata. On dit ouais, trop bon, trop, hein, tu connais la suite. Ouais. Et derrière, on dit ouais, attends, mais le gentil, on peut facilement l'abuser, le manipuler, lui refiler, tu sais, les dossiers pourris, les trucs. Bon, bref, c'est plutôt quelqu'un qui subit que quelqu'un qui est acteur de sa vie. Et le truc, c'est que donner sa confiance naïvement aux autres, c'est potentiellement donner sa confiance à des personnes malveillantes. L'exemple le plus parlant qui a été récemment viral, c'est celui-ci. Anne a vraiment cru vivre une histoire d'amour avec l'acteur américain Brad Pitt. Il s'agissait en réalité de plusieurs escrocs. Je trouve pas que ça fait fake. Ruiné, trahi par sa naïveté. Brad Pitt scammed her into forking over $850,000. J'avoue, je suis un peu en retard sur ce sujet, mais pour ceux qui vivent dans une grotte comme moi, il faut faire un récap rapide. Une des façons les plus malsaines d'arnaquer une personne, c'est de cibler les personnes très conciliantes et surtout émotionnellement vulnérables. Et ce fut le cas d'Anne, cette Française qui a été prise pour cible par des criminels spécialisés dans la cyberfraude. Et en gros, pour la faire courte, les escrocs avaient fait croire à la victime que Brad Pitt avait besoin d'argent pour financer une opération vitale, et à cause de la générosité un peu trop naïve d'Anne, ils ont pu lui escroquer plus de 800 000 € à l'aide de simples photos générées par IA. Une arnaque qui consiste à nourrir la victime avec des messages d'attention pour obtenir sa confiance durant des semaines, des mois, voire des années. Je pense qu'on a tous été amusés par la news, moi le premier j'avoue, mais en y réfléchissant plus en profondeur, ça partait vraiment d'une attention honnêtement bienveillante. Je pense clairement, comme tout le monde, qu'elle aurait pu éviter cette situation avec un peu plus de bon sens, mais en dehors de ça, c'est peut-être surtout la preuve qu'aujourd'hui, la gentillesse, c'est plus vraiment une qualité, c'est clairement une valeur facile à détourner. Ça constitue une phase clé de leur escroquerie parce qu'il faut qu'ils puissent adapter cette phase-là au profil psychologique de la victime qu'ils auront déterminé en amont. Tout un travail de sociopathie au moment où ils gagnent la confiance de la victime. Je vous invite à regarder la vidéo de Léo Dev sur ce sujet car c'est bien plus complexe qu'une arnaque réussie avec une simple photo. Bon alors là j'ai pris un cas très intense mais je pense qu'on a tous, sans exception, été punis par la vie après avoir été trop gentils. Que ce soit dans notre vie de couple, après s'être fait tromper par quelqu'un à qui on a donné notre confiance aveuglément, ou même au taf en travaillant avec quelqu'un qui a réussi à nous la mettre à l'envers parce qu'on a été trop naïf. On est tous entrés dans la vie d'adulte en apprenant le contraire de ce qu'on nous a inculqué en étant enfant. Être trop gentil, c'est égal à se faire marcher dessus. Et le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là. Être trop gentil avec les autres, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais recevoir bizarrement trop de gentillesse, ça peut aussi cacher quelque chose de malsain. Et pour que vous compreniez tout ça, il faut d'abord que je vous explique un truc. Il y a un phénomène qui m'a longtemps intrigué, c'est le principe de réciprocité. You bought me a present? Uh-huh. Why would you do such a thing? I don't know, because it's Christmas? Oh, Penny. I know you think you're being generous, but the foundation of gift giving is reciprocity. You haven't given me a gift. You've given me an obligation.
Bon, ici c'est présenté comme une scène drôle où Sheldon suranalyse le geste innocent de Penny, mais le principe de réciprocité, c'est un mécanisme social réel, selon lequel quand quelqu'un nous donne quelque chose comme un service ou un cadeau, on ressent une obligation implicite de rendre l'appareil. Et en soi ça peut être positif. Tu m'aides à déménager un jour, comme ça moi je le ferai en retour quand toi t'en auras besoin. Si c'est proposé de manière authentique et sans mauvaise intention, c'est exactement ce genre d'interaction qui permet de construire de bonnes relations. Sauf que ça peut rapidement devenir la porte ouverte à la manipulation. Tiens, je t'offre un cadeau, donc tu me dois obligatoirement quelque chose en retour. Quelqu'un vous rend un service que vous n'avez pas demandé et d'un coup vous ressentez une sorte de dette invisible. Ne pas rendre la réciproque, c'est prendre le risque de passer pour un gros radin ou du moins pour une personne ingrate. Et cette dette peut amener à faire des choses que vous n'auriez jamais choisies par vous-même. You're on candy camera. No, I'm not gonna. Hello. No, thank you. No, I know the trick. No, don't worry, because... Yeah. Excuse me. Yeah? No souvenir. Good luck. This one is for good luck, till for love. Si vous habitez dans une grande ville comme moi, vous avez sûrement déjà vu cette arnaque où on essaie de vous attacher ce bracelet porte-bonheur sous couvert d'un gentil geste gratuit. Sauf que 30 secondes plus tard, on vous intimide en disant que ça se fait pas de partir comme ça, alors qu'ils ont pris du temps à vous attacher ce bracelet. This protection, okay? One love, one life. 25, thank you. Yeah? 25, thank you. No. Why? What you? What? What do you mean? Oh no, I didn't want it. I told you, I knew this would be a trick. Le truc c'est que s'il y avait vraiment une intention bienveillante derrière ce cadeau, on vous l'aurait donné sans qu'on attende quelque chose en retour. Sinon ça s'appelle tout simplement une transaction. Ici il y a clairement une tentative de manipulation par les émotions. Donc par peur de passer pour des profiteurs, beaucoup de gens se font avoir et payent ce bracelet qu'ils n'avaient pas demandé et qui coûte même pas 20 centimes en réalité. I didn't give him no money. You paid? He was really weird with me. I put these wristbands on you whether you want them or not and they go, oh no, it's a gift, it's a gift. Et ce principe on le retrouve partout dans la société, mais c'est surtout le domaine du marketing qu'il a très bien compris. Dans le livre Influence et manipulation, Robert Cialdini nous explique que dans le monde de la vente, l'échantillon gratuit est une technique redoutablement efficace. Non seulement le vendeur vous fait découvrir les qualités de son produit, mais ça crée instantanément chez vous ce fameux sentiment d'obligation. Car ça repose sur le fait que pour pas mal de gens, c'est mentalement difficile de regarder une vendeuse droit dans les yeux et de lui rendre une dizaine de cures dans le vide sans passer pour un giga profiteur. Bon, je vous vois, hein, je sais que pour certains, vous en avez rien à battre de passer pour des gros rats, mais pour les autres, c'est grâce à ce principe que certaines marques de matelas vous donnent une centaine de nuits d'essai, ou que des salles de sport vous offrent un mois d'essai gratuit. Parce que cette méthode s'est révélée très efficace sur les personnes sensibles à ce sentiment d'obligation. Et d'ailleurs, petit fait amusant, beaucoup de grosses entreprises font même passer des formations d'éthique et de conformité à leurs nouveaux salariés. C'est-à-dire leur apprendre à dire non quand on leur propose des cadeaux qui pourraient influencer leur prise de décision dans une négociation. Chez l'entreprise Lagardère par exemple, c'est carrément écrit dans leur code de conduite anti-corruption noir sur blanc de ne pas accepter un cadeau ou une invitation qui pourrait créer un conflit d'intérêts. Parce qu'ils sont très au courant du pouvoir qu'implique ce principe. Dans beaucoup de cas, c'est pas qu'un simple cadeau, c'est un vrai crochet psychologique. C'est pour ça que de plus en plus de filles commencent à refuser à ce qu'on leur paye un verre pour éviter la fameuse situation où le mec de manière vicieuse s'attend à être récompensé sexuellement en retour. C'est pas parce que t'es gentil que tu dois pas t'autoriser à dire non. Tu peux dire non quand tu sens que c'est pas dans tes valeurs, que c'est pas en phase avec ce que t'as envie de faire. Bref, tout ça pour dire que c'est sans surprise qu'en 2025, les nouvelles générations se replient sur elles-mêmes. Personne n'aime afficher trop de bienveillance ou en recevoir trop par peur de se faire manipuler. Et c'est pour ça qu'on se tourne de plus en plus vers un mode de vie plus individualiste pour se protéger. People that call you selfish for you standing up for yourself are the same people that benefit from you having no boundaries. Et l'individualisme, c'est pas vraiment juste le fait de penser à soi de manière égoïste, c'est l'idée que tout le monde a le droit de tracer sa propre route, de décider par soi-même et de ne pas laisser la société nous dicter qui on doit être. Et ça, c'est représenté dans la montée en puissance du développement personnel ces dernières années. On gagne en liberté car on dépend seulement de soi-même, on n'attend pas de gestes bienveillants de la part de quelqu'un d'autre pour élever son statut, et on améliore sa qualité de vie car on valorise sa propre personne. L'idée derrière tout ça, c'est que si tout le monde fait un effort pour mieux prendre soin de soi, le monde se porterait mieux sans qu'on ait besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Et donc moins de possibilités de se faire manipuler par quelqu'un d'autre aussi. Mais tout ça pour dire que pour quelqu'un qui grandit dans un environnement où tout le monde essaie de tirer la couverture vers soi, c'est totalement compréhensible de penser à soi pour avoir sa propre part du gâteau. Cependant,
qu'il existe une ligne très fine entre individualisme et égoïsme pour le coup. Parce que le développement personnel, c'est un peu la jolie façade qu'on aime bien montrer. Mais quand on priorise ses envies pour tirer son bénéfice par n'importe quel moyen, à partir de quel moment ça bascule vers l'égoïsme? We are so accidentally, we become so obsessed with our morning routine, our evening routine, our rituals, our self-care. Self-care wasn't even a thing that we talked about when I was on social media 10 years ago. And I think that we are putting our connections in last place. Au début de la vidéo, je vous ai parlé de la situation d'un MacBook abandonné par un étudiant et pour être honnête, c'est une situation assez biaisée. Le choix le plus naturel serait de rendre le MacBook parce qu'on pourrait éprouver de l'empathie envers cet étudiant. Mais si vous trouviez 500 € ou même 1000 € en liquide dans un portefeuille de luxe qui appartient clairement à un riche millionnaire, est-ce que vous ne mettriez pas vos valeurs de côté? Est-ce qu'au final vous ne vous diriez pas « il en a pas tellement besoin de cet argent par rapport à moi ». La vie en elle-même ne fait déjà pas de cadeau, donc est-ce que placer ses envies en priorité, ça ne serait pas juste être bienveillant envers soi-même? Eh ben, c'est compliqué à répondre et tout dépend du contexte. Je reprends la même situation. Vous retrouvez du cash dans un portefeuille abandonné, mais là, aucun signe pour savoir si le propriétaire est riche. Tout ce que vous voyez dedans, c'est une centaine d'euros en billets et une photo d'un enfant. Donc clairement, le portefeuille appartient à un parent. Est-ce que vous rendez l'argent ou est-ce que vous le gardez? Franchement, répondez-moi en commentaire parce que je pense que les réponses peuvent être très divisées sur ce sujet. Bref, le truc c'est qu'à force de trop penser à soi pour éviter de devenir une victime, ça peut aussi vite nous faire oublier notre empathie envers les autres. Il y a eu un mème en 2020 qui a fait pas mal débat sur internet qui s'appelle la théorie du caddie. Alors je vous avoue, c'est un nom qui peut paraître absurde et je vous préviens, il n'y a rien du tout de scientifique là-dedans. Mais c'est une théorie qui m'a bizarrement fasciné parce que ça pourrait étrangement résumer la situation actuelle de notre époque. Pour vous donner un peu plus de contexte, contrairement à l'Europe, chez nos amis amoureux des guns et des fast-food, les caddies de supermarché sont accessibles en libre service. Chez nous en France, on doit insérer un jeton ou une pièce pour récupérer un caddie. Sauf que le problème récurrent aux US, c'est que pas mal de clients abandonnent leur caddie en plein milieu du parking. Ce qui fait qu'au lieu de les voir à l'endroit où c'est censé être rangé, les caddies se retrouvent à bloquer les autres voitures, à gêner l'espace public, et les employés du supermarché sont obligés de sortir pour venir les récupérer. Et c'est là que la théorie intervient. Mais plutôt que de vous faire subir mon vieil accent anglais, je vais vous traduire la théorie en français. Le caddie de supermarché est le test ultime pour déterminer si une personne est capable de s'autocontrôler. Ramener le caddie est une tâche facile et pratique que nous reconnaissons tous comme étant la chose correcte à faire. Ramener le caddie est objectivement juste. Il n'existe aucune situation, à part des cas d'urgence extrême, dans laquelle une personne ne serait pas en mesure de ramener son caddie. Et en même temps, c'est pas illégal d'abandonner son caddie. Le caddie est donc l'exemple parfait pour déterminer si une personne est capable de faire ce qui est juste sans y être contrainte. Personne ne vous punira si vous ne ramenez pas le caddie, et personne ne va vous infliger une amende ou ne va vous tuer si vous ne le ramenez pas. Et enfin, vous ne gagnez rien à le ramener. Vous devez ramener le caddie par pure bonté de cœur, parce que c'est la bonne chose à faire. Une personne incapable de faire ça, je cite, n'est pas mieux qu'un animal, un sauvage absolu qui ne peut être contraint à faire ce qui est juste qu'en le menaçant d'une loi et de la sanction qui la soutient. En fin de compte, le caddie de supermarché est ce qui détermine si une personne est un bon ou un mauvais membre de la société. Fin de la théorie. En bref, pour la faire courte, ça se résume à cette question. Est-ce que vous pouvez faire preuve de civilité quand vous avez zéro bénéfice à en tirer ? Même si ça paraît être du bon sens, beaucoup de gens sur internet ont réagi de manière négative à cette théorie. I'm not returning my shopping cart. And you can judge me all you want. I'm not getting my groceries into my car, getting my children into the car, and then leaving them in the car to go return the cart. So if you're gonna give me a dirty look, fuck off. Bon, je pense qu'on est tous d'accord que c'est l'excuse ultime pour justifier le fait d'être un gros flemmard, mais quand j'entends ce genre de réponse, ça me fait surtout réaliser que la bienveillance, c'est pas si ancré que ça chez nous au final. Et pour que ce soit plus compréhensible pour nous, Européens, on pourrait le comparer avec d'autres exemples, comme le fait de jeter ses déchets et de ramener son plateau au McDo, ou même juste le fait de jeter ses déchets tout court dans une poubelle. On a tous entendu cet argument débile de « oui, mais il y a des femmes de ménage et des éboueurs qui sont payés pour ça, donc je peux jeter où je veux ». Et ça soulève une question cruciale. Dans le cas où faire un mauvais geste n'est pas puni, à l'inverse, est-ce que vous faites le bon geste parce que vous êtes convaincu de l'effet bénéfique de cette action, ou bien vous le faites dans le seul but de vous éviter une mauvaise image aux yeux de la société ?
Il y a pas longtemps, j'ai lu un vieux mythe grec qui illustre parfaitement cette question, l'anneau de Gygès. C'est l'histoire d'un simple berger qui s'appelle Gygès. Et en très rapide, un jour il découvre un anneau magique qui le rend invisible. Plus personne ne peut le voir et plus personne ne peut le juger. Et là, Gygès se met à faire ce qu'il n'aurait jamais osé tenter en temps normal. Il séduit la reine, assassine le roi et prend le contrôle du royaume. C'est Platon qui raconte cette histoire pour poser une question troublante. Si vous pouviez agir sans aucune conséquence, sans jamais être jugé ni puni, est-ce que vous continueriez à faire les bons gestes? Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'au fond, combien de nos bonnes actions sont réellement désintéressées? Est-ce qu'on tient la porte à quelqu'un uniquement par gentillesse, ou parce qu'on veut éviter d'avoir l'air impoli? Est-ce qu'on rend un objet perdu par pur altruisme, ou simplement parce qu'on ne veut pas passer pour un voleur? Et est-ce qu'on ne tue pas son voisin par vertu morale, ou parce qu'on ne veut pas être rejeté par la société? Et finalement, si vous aussi vous aviez cet anneau, est-ce que vous seriez toujours la même personne? Ou bien vos pires pulsions remonteraient à la surface? Alors oui, on pourrait croire que sans le regard des autres, la bienveillance n'aurait plus vraiment de sens. Mais Socrate, il n'était pas vraiment d'accord avec ça. Il était même très opposé à Platon. Pour lui, même si personne ne nous voit, choisir l'injustice ou l'égoïsme, c'est surtout se trahir soi-même. Parce qu'à long terme, ça nous ronge et ça nous déséquilibre intérieurement. Au contraire, réaliser un geste bienveillant, c'est pas seulement bien paraître aux yeux de la société, c'est aussi cultiver une paix intérieure et une cohérence avec soi. On ne fait pas le bien seulement pour les autres, on le fait aussi pour être en accord avec nous-mêmes. Au début, j'étais assez sceptique de cette façon de penser, parce qu'en prenant du recul, Socrate il a vécu 2500 ans en arrière, donc est-ce que ce qu'il dit est toujours d'actualité par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Avec l'arrivée des réseaux sociaux, tout a été chamboulé. L'algorithme essaye en permanence de nous faire consommer du contenu avec un gros taux d'engagement. Et malheureusement, ce qui fait le plus réagir et qui obtient le plus de clics, ce sont souvent des vidéos malsaines qui révoltent, des vidéos qui scandalisent, et des vidéos où des gens se comportent comme des sauvages, comme si la malveillance était devenue un banal divertissement. Et puis j'ai réfléchi et j'ai réalisé qu'au milieu de tout ça, il y a parfois des comportements qui redonnent foi en l'humanité. Comme s'il existait une contre-vague pour prouver le contraire de ce qu'on peut voir habituellement. Mais une des vidéos qui m'a longtemps marqué sur internet, c'est probablement celle-là. C'est une expérience sociale qui a été réalisée en Corée du Sud où un jeune homme demande un par un à des passants s'ils peuvent l'aider à nouer sa cravate pour son entretien d'embauche. Et on pourrait se dire que c'est une vidéo assez prévisible et pas très intéressante parce qu'on va juste voir des gens accepter d'aider juste pour être polis. Et bah, pas vraiment. Ce qui rend cette vidéo fascinante, c'est que les passants ne se contentent pas d'aider pour le nœud de cravate. Ils vont plus loin. Ils offrent des petits mots d'encouragement, ils rassurent le jeune homme pour son entretien d'embauche. Et ce qui m'a le plus touché, c'est cette petite dame âgée toute mimi qui le traite comme son fils en lui donnant sa chaufferette et le motive du mieux qu'elle peut de manière très empathique. Pour moi, ça montre que la bienveillance, ça ne s'arrête pas juste à l'action demandée. Ça s'étend à la volonté de changer positivement le moral des autres. C'est un acte pour les autres qui nous soigne profondément en retour. Dis-toi que ton cerveau considère que l'acte de gentillesse que tu viens de produire vis-à-vis d'autrui, tu en es le bénéficiaire, comme s'il y avait un effet boomerang, comme si ça te revenait. Et donc, il va expérimenter ce que l'autre ressent. Bref, ça va paraître très mielleux et très bisounours, mais tout ça pour dire qu'on pense souvent que ce sont seulement des actes d'envergure historique qui changent le monde. Mais je pense que chacun, à sa petite échelle, peut aussi impacter de manière positive son entourage, qui lui-même influera sur son environnement plus large, qui lui-même inspirera les générations futures, qui elles-mêmes influenceront les futures époques, pour peut-être espérer laisser le monde un peu mieux qu'hier.
Alors oui, faut pas rester naïf, car on a vu ensemble qu'être trop gentil, c'est le meilleur moyen de se faire abuser. Mais peut-être que la meilleure façon de rendre ce monde un peu meilleur, c'est simplement d'interagir avec les autres, sans mauvaise intention, et sans oublier de se protéger. Et pour finir, je préfère laisser le dernier mot à un prix Nobel de la paix qui s'appelle Desmond Tutu, qui l'a dit bien mieux que moi. Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Merci d'être resté jusqu'au bout, et avant que vous partiez comme des malpropres, je tiens juste à vous annoncer que je compte reprendre cette chaîne de manière sérieuse, et que je vais publier beaucoup plus régulièrement. En tout cas, je vais essayer. Donc si vous avez envie de m'encourager à continuer, vous savez quoi faire, le petit like, l'abonnement, et surtout, vos réflexions en commentaire, pour le référencement, et parce que je lis absolument tout. Allez, on se retrouve à la prochaine, ciao.